Alors après ce reportage sur cette belle initiative en direction des jeunes, nous nous retrouvons donc pour notre deuxième séquence intitulée « Numérique, faire de nouvelles solidarités ». Il s'agira donc de mieux comprendre l'impact de ces nouvelles technologies sur l'action sociale et d'envisager ensemble l'avenir. Donc pour nous aider à y voir plus clair, j'ai à mes côtés Rebecca Burnley, directrice de l'UREPS Nouvelle-Aquitaine. Bonjour Rebecca. Et Emmanuel Pellissier, directeur général de l'Institut régional de travail social Paris-Île-de-France. Est-ce que j'ai bon ? Parfait. Bon, très bien. Alors, première question que je voudrais poser d'abord à Rebecca. On a évoqué donc cette modernisation de l'accompagnement, notamment grâce au numérique. C'est quoi l'impact du numérique sur l'accompagnement actuel et futur des personnes ? Alors, on vient effectivement de le voir un petit peu dans le reportage. Moi, je crois que l'outil numérique a plusieurs fonctions. Il peut réguler, il peut renforcer, il peut faciliter, il peut parfois assurer un rôle de médiation. Et du coup, il s'opère aussi auprès à la fois des personnes accompagnées, pour leur permettre l'accès aux droits, pour permettre de développer leur autonomie, pour peut-être aussi développer leurs moyens d'expression, leur inventivité, leur créativité. Et puis, il s'adresse aussi aux personnes qui accompagnent, vraiment les professionnels de l'accompagnement, parce que cet outil doit aussi permettre de renforcer l'approche relationnelle qu'il y a entre la personne accompagnée et le professionnel, qui est juste essentiel à cet accompagnement socio-éducatif, enfin me semble-t-il en tout cas. Et ils ont aussi pour mission à travers cet outil de pouvoir contribuer au pouvoir d'agir de ces personnes accompagnées, de développer leur autonomie, ce partage d'expériences, toute cette entraide, etc. Enfin, voilà. Pour moi, je trouve qu'effectivement, il y a un impact assez fort et très intéressant dans les nouveaux modes opératoires qui se mettent en place. D'accord. Et vous parlez donc d'impact, Rebecca, positif. Donc ça, c'est très bien. Oui, je suis quelqu'un de très positif. Mais vous avez raison. C'est pas toujours le cas parce qu'on envisage des fois, parfois, le numérique sous un angle peut-être un peu moins positif. C'est quoi votre positionnement justement par rapport à ça, sur les mutations qu'entraîne le numérique sur l'accompagnement des personnes? L'impact, il est énorme. Donc, il faut avoir bien en tête que ça ne change pas les conditions de travail, mais le numérique change le travail lui-même. Donc ça, c'est un premier impact dont on a du mal à saisir la portée. La deuxième chose, c'est que finalement, on a souvent ces dernières années eu l'expérience des révolutions juridiques, des révolutions techniques, technologiques. Là, on est dans une révolution culturelle qui englobe le tout. Donc, c'est assez difficile d'en voir déjà les effets premiers, mais en mesurer les effets seconds, c'est aussi très compliqué. C'est-à-dire que c'est probablement une nouvelle ère et qui n'est pas magique. Hein, ça n'est pas une finalité en soi. C'est vraiment, on y reviendra. Bon. Troisième élément, c'est un impact sur les métiers. Il y a eu des études qui montrent qu'on prévoit éventuellement quelque chose comme la disparition de 50% des métiers, évidemment remplacés par des nouveaux métiers. Mais on a déjà connu ça. Souvenez-vous du poinçonneur des lilas, de l'employé EDF qui passait dans les familles, etc. etc. Et donc, cet impact-là, il est important. Est-ce que c'est mieux, moins bien? C'est toute la problématique du progrès. Mais c'est un ensemble qui, évidemment, produit des effets énormes. Et donc, par rapport à ça, cet ensemble d'impacts modifie le lien, le rapport qu'on a avec l'accompagnement des personnes et notamment sur le fait qu'on change de regard sur ce qu'on connaît pourtant très très bien au quotidien. D'accord, très bien. Alors justement, pour envisager cette espèce de révolution culturelle, est-ce qu'on peut parler de révolution aussi silencieuse? C'est une révolution en fait qui vraiment avance en profondeur. Les associations ne sont pas toujours prêtes. Est-ce que, selon vous, Rebecca, il y a un certain nombre de conditions à respecter justement pour que le numérique irrigue l'action sociale, entendue au sens large, dans les meilleures conditions? De manière assez évidente, et là pour être très terre à terre, oui, la première chose, c'est effectivement d'être en capacité de pouvoir faire en sorte que tout le monde ait accès à l'outil numérique. C'est une première condition, en effet. Ça commence effectivement par ça. Tant d'abord en termes d'équipement matériel,
mais aussi en termes de formation, parce qu'il faut évidemment avoir une vraie compétence à l'utilisation et à l'usage du numérique. Donc je laisserai peut-être Manuel effectivement revenir sur l'aspect effectivement de cette formation continue qui me paraît vraiment essentielle aussi dans l'accompagnement de cette révolution technologique telle que vous la présentez. Mais pour moi, au-delà effectivement de cet aspect, il y a surtout un aspect qui est plutôt lié à comment dire, un vrai accompagnement à l'acculturation du numérique en fait. C'est comment effectivement on va tous, quand je dis on, c'est les professionnels du monde du social effectivement, mais les personnes accompagnées, comment effectivement on va faire en sorte de pouvoir se saisir de cet outil, comment on va effectivement déployer cette culture auprès des équipes, des professionnels. Et pour moi, effectivement, ça nécessite vraiment de s'engager dans le portage et vraiment la promotion de ces outils pour en faciliter l'accès. Par tous, mais et pour tous. Ouais, et donc, effectivement, ça veut dire aussi qu'on doit être, et aussi les pouvoirs publics, vraiment dans une démarche et être en capacité de pouvoir conduire une vraie politique d'inclusion numérique. Ouais, tout à fait. Et de laisser personne sur le bord de la route. Absolument. Du côté des personnes et du côté des salariés aussi. Complètement. On est d'accord. Okay. Complètement. Très bien. Quel est votre point de vue sur le sujet ? Alors, en écho à ce que dit Rebecca, tout ce qui favorise l'inclusion peut créer de l'exclusion en fonction des modalités que l'on prend ou pas. Donc il faut être très attentif à ce côté Janus un peu du numérique, les deux faces. Alors par rapport à ça, je disais tout à l'heure que ça n'est pas une fin en soi, c'est un outil et il ne faut pas oublier donc la finalité, les objectifs, les enjeux. Il est au service, le numérique va être au service de l'ensemble des acteurs et du monde du social. Il ne faut pas le perdre de vue. Avec par exemple une problématique qui me semble être une condition de réussite nécessaire à défaut d'être suffisante, c'est le fossé des générations. Il ne faut pas se leurrer, un certain nombre d'acteurs du social ont un certain âge, voire un âge certain, j'en fais partie, et on est très vite des dinosaures par rapport aux générations suivantes. Alors il y a des vieux et des jeunes dinosaures. Tout à fait, il y a des gens qui peuvent être chauves, mais il y a des jeunes qui ont beaucoup de cheveux, mais les cheveux blancs sont dans la tête. Donc voilà. Il faut se méfier de ça. Mais plus sérieusement, ce problème de génération fait que nous devons, au travers des outils numériques, nous les approprier là où d'autres n'ont aucun problème là-dessus. Donc la question de l'appropriation des outils, elle est essentielle parce que effectivement, c'est après dans les moyens que l'on va mettre et donc ces moyens, ils sont classiquement les moyens matériels. Donc s'il n'y a pas ces moyens matériels, on aura des blocages et on ne pourra pas franchir certaines portes qu'au contraire ça permet de franchir. Il y a les moyens humains. Et puis il y a la formation évidemment, et la formation c'est pas tout d'un coup un programme de formation, quelque chose qu'on fait ponctuellement. On parle aujourd'hui de la formation tout au long de la vie, depuis bien longtemps, c'est la formation au numérique tout au long de sa vie professionnelle. Ça c'est indispensable. Tout à fait, très bien. Alors plusieurs innovations ont émergé ces dernières années permettant de favoriser la coordination des acteurs et donc la qualité de l'accompagnement. C'est le cas du logiciel ACX qui est porté par l'association Cordia, une structure qui gère une centaine d'appartements de coordination thérapeutique. Reportage. Alors le projet ACX est une plateforme numérique qui a double entrée en fait. Une entrée pour des résidents accompagnés et une entrée pour les professionnels qui accompagnent les résidents. C'est une plateforme numérique qui a 4 ans, qui a été testée chez Cordia d'une manière empirique. Et puis au fil de l'eau, des résidents se sont emparés de l'outil avec des professionnels. Et aujourd'hui, l'outil est co-construit avec eux. En quelques mots, à quoi ça sert ACX ? Nous repérons, nous les professionnels, des besoins. Le résident va lui évaluer le besoin et apporter aussi des besoins. Et surtout, va travailler avec le professionnel les moyens à mettre en œuvre pour répondre aux besoins. Pour moi, les bénéfices du logiciel ACX, c'est de pouvoir parler ou dire communiquer avec mon professionnel à tout moment, aussi bien en matinée que par exemple à 3h du matin, si je rencontre un problème, par exemple sur sur la CAF ou tout autre problème administratif, pouvoir lui en faire part directement via le logiciel
et pouvoir en discuter le jour de mon rendez-vous. On va dire que c'est moi pas qui décide, mais qui impulse le mouvement en demandant à mon professionnel, j'aurais besoin de telle chose ou telle autre, et après on en parle. Ce n'est pas forcément lui qui m'impose telle chose, et justement comme les besoins après sont discutés entre nous, si moi par exemple je pense que l'administratif est prioritaire et que lui pense que c'est la santé, après on peut en discuter et voir ce qu'il en est réellement. L'impact du logiciel sur les professionnels, je vois moins trois résultats intéressants. Le premier, c'est participer à la co-construction collective. Le psychologue voit ce que le travailleur social a pu écrire. Le travailleur social voit ce que le médecin a pu écrire dans le repérage des besoins, dans les méthodes pour y parvenir. Donc on renforce la cohérence d'équipe et la coordination de l'équipe. Deuxième axe intéressant pour les résidents, grâce à l'outil, on leur permet de hiérarchiser un poids du besoin, puisqu'on leur demande aussi de donner un poids. Et donc, quand on apprend à quelqu'un à travailler le choix, donc choisir c'est renoncer, alors on engage aussi un processus cognitif d'accompagnement intéressant. Et troisièmement, l'idée étant de développer le pouvoir d'agir de la personne au travers cet outil, puisqu'il est co-constructeur de la réponse à mettre en œuvre, et la co-construction se fait 24/24 à distance. Pour moi, l'outil numérique est extrêmement intéressant dans l'accompagnement. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on parle d'intelligence artificielle. Et c'est un acte militant d'introduire du numérique dans l'accompagnement. Pourquoi ? Parce que nous mettons en mouvement du collectif. Alors, on l'a vu, l'un des principaux obstacles à l'efficacité de l'intervention sociale est le cloisonnement des acteurs. Le numérique peut-il permettre de surmonter ces difficultés, ce fameux cloisonnement ? Rebecca, je vous laisse répondre parce qu'on l'a vu dans ce reportage, il y a une belle initiative quand même qui grâce au numérique, permet de créer plus de fluidité entre les professionnels. Est-ce que le numérique est une solution d'avenir ? En tout cas, il faut qu'on travaille en ce sens. Ça me paraît effectivement essentiel dans justement, Manuel l'évoquait aussi tout à l'heure, dans la construction des logiques de parcours sur lesquelles on travaille, enfin les professionnels travaillent. Ça me paraît tout à fait essentiel. Et effectivement, le reportage a très très bien montré qu'il était aussi important de favoriser ce travail collectif, le faire ensemble. Ça n'est pas un vain mot. Donc voilà, on décloisonne pour effectivement faciliter à la fois les échanges entre professionnels, soit d'une même équipe, mais aussi à l'extérieur. Entre des structures différentes, absolument. Voire même entre des secteurs différents. Ouais, et donc là, du coup, on se sert effectivement de cet outil qui devient vraiment un outil d'enrichissement permanent en termes de management, en termes de partage d'expérience, à plein de strates différentes. Alors bien entendu, on l'a évoqué, ça a été dit à plusieurs reprises depuis le début même de la première séquence, ça ne se substitue en rien à l'humain. On est bien d'accord. Tout à fait. Mais on voit bien que ce faire ensemble, il se vit aussi à d'autres niveaux. On voit bien que la transformation numérique est désormais un enjeu très structurant de l'action publique. Si j'en crois aujourd'hui ce qui se joue, ne serait-ce que dans le plan ESMS numérique, puisque c'est notre question du jour. On va en parler. Voilà, on nous encourage, quand je dis on, c'est nous les professionnels, hein, ils sont quand même très sollicités pour travailler ensemble, répondre à des appels à projets ensemble. Il y a un gros qui fédère, etc. Et là, on peut effectivement se poser la question de ceux qui sont un petit peu moins bien lotis. Je parle des mono-établissements ou des établissements qui seraient de plus petite taille. Voilà, moi je pense qu'ils ont aussi beaucoup à apporter et qu'il faut veiller à ne pas les laisser sur le bas-côté. D'accord, très bien. Alors, je vous pose la même question. Est-ce que justement le numérique peut être la clé, en tout cas une des clés, pour favoriser et surmonter ce fameux cloisonnement des acteurs ? Certainement, ça n'est pas la panacée, ça c'est sûr, mais c'est quelque chose qui peut vraiment aider à cela. Les acteurs sont très nombreux, c'est une des difficultés. Et très divers aussi. Exactement, donc on a les intervenants sociaux, on a les encadrants, on a les décideurs, on a le public, les personnes accompagnées, les personnes fragiles. Donc il faut arriver à ce que tous arrivent à travailler ensemble et qu'on n'ait pas des différences de curseur. Ça c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que pour des raisons encore plus évidentes en ces temps de crise sanitaire, il y a toujours une
une tentation de travailler en solo, d'être en silote, cloisonné. Et donc, c'est un élément, une circonstance aggravante. Donc, il faut lutter. Alors, après la contrepartie, c'est comment est-ce qu'on arrive à ne pas remplacer une distance par une autre distance. Donc la question de l'accompagnement, de la proximité, de faire et non pas de faire faire, et de ne pas imaginer que les outils vont faire à notre place et vont amener finalement peut-être un éloignement, alors que on se rend compte qu'actuellement on est avec des outils numériques qui nous permettent de travailler en théorie plus facilement. Une simple visioconférence permet d'avoir des acteurs qui d'habitude ont des très grandes difficultés à se déplacer. Donc ça peut être un progrès. Sauf que un écran reste un écran et reste un filtre. On est en train de s'en apercevoir depuis un an. Oui, tout à fait. Une première chose sur laquelle on commence à être vacciné, c'est sur les conférences Zoom, etc. Tout à fait. Alors, je vois que les questions internautes se poursuivent. Elles sont de plus en plus nombreuses. Donc, j'ai une question de Sophie. Donc, le numérique est aujourd'hui incontournable. Les associations sont-elles prêtes? Alors ça, c'est une question... Voilà, très cash. C'est pour moi cette question. Bah oui, très cash et voilà, très ouverte. Alors bonjour Sophie, merci pour cette question. Oui, alors moi je crois que ce que nous vivons depuis plus d'un an aujourd'hui a montré à quel point nous avons été tous en capacité de nous adapter, d'être inventifs, de créer. Et alors qu'on est dans un secteur qui, par définition et par essence, est plutôt ancré dans le présentiel, puisqu'on parle du social, donc c'est la relation à l'autre, avec l'autre, pour l'autre. Et au contraire, on a malgré tout réussi à garder le lien entre les professionnels, que ce soit un directeur avec son équipe, que ce soit un éduc avec la famille de l'enfant qu'il suit. Enfin, et donc, je trouve qu'on est vraiment passé d'une espèce de culture, d'une espèce de défiance à l'adoption. Et très rapidement. Et assez rapidement. Et donc oui, on a tous vécu cette migration du numérique vers une espèce de travail à distance, d'accompagnement à distance. Et moi, je trouve que ça... Alors, bien sûr qu'il y a plein de choses qui sont critiquables, qui sont à parfaire. Il y a des questions qui se posent quand même. Bien sûr qu'il y a des questions qui se posent. Et on a évoqué en première séquence tout ce qui était lié à la fracture numérique, aux possibles exclusions aussi dues à cet outil. Néanmoins, il a quand même facilité grandement la vie de toutes et tous. Et je crois qu'on a été vraiment capable de s'adapter à vitesse grand V. D'accord. Est-ce que vous partagez cet optimisme ? Oui, tout à fait. Alors d'abord, j'ai coutume de dire que finalement, nous ne sommes pas des entreprises comme les autres, mais comme les autres, nous sommes des entreprises. Et donc, par rapport à ça, eh bien, certains sont déjà prêtes, d'autres vont l'être, peut-être pas toutes, mais c'est comme ça. Le deuxième point, c'est finalement... une association, c'est presque un être vivant. Ça naît, ça vit, ça meurt. Et comme tout être vivant, d'ailleurs, ça ne veut pas toujours mourir et se transformer. Mais il n'empêche qu'on n'a vraiment aucun complexe d'infériorité à avoir par rapport à ça. Et on prend cela comme on aura pris d'autres changements. Voilà. Et donc, moi, il me revient à la fin d'une conférence, il y a plus d'une vingtaine d'années, il y avait 25 ans maintenant, le professeur Jean Bernard, hématologue, un des derniers mandarins du XXe siècle, et qui avait cette phrase que je crois on peut calquer sur les associations, qui disait « L'homme est un animal adaptable ». Je crois que l'association est adaptable. D'accord. Ok, très bien, merci beaucoup. Alors justement, on a évoqué cette question des moyens qui pourraient être donnés aux associations et notamment à certains secteurs pour opérer ce fameux virage numérique. Alors après la crise sanitaire, le gouvernement a souhaité justement que le médico-social investisse le numérique et peut-être rattrape un certain retard sur le domaine sanitaire. Il a fixé un certain nombre d'axes prioritaires qu'il a soumis à la concertation des acteurs. Alors, quel est le sens de toute cette démarche? Réponse avec Micha Karapétian, directeur des systèmes d'information à la Fondation de l'Armée du Salut, qui est avec nous à distance. Est-ce que vous nous entendez, Micha Karapétian? Oui, bonjour. Très bien. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien.
Alors Micha Karapétian, vous co-animez le groupe de travail sur le thème numérique et pouvoir d'agir des usagers. Vous me dites si je me trompe, au sein du Conseil du numérique en santé. Quel est le contenu de vos travaux actuellement? Alors effectivement, je co-anime avec plusieurs pairs d'autres associations, organismes gestionnaires, un groupe de travail qui est consacré justement au pouvoir d'agir de la personne accueillie. Alors il s'agit du CNS, c'est Conseil du numérique en santé. C'est plutôt une instance consultative de la DNS, Délégation ministérielle au numérique en santé. Et l'idée, c'est d'apporter en fait une aide à la décision. Clairement, on est dans une logique de co-construction, une aide à la décision aux décideurs publics qui veulent justement, depuis des années, depuis la loi de 2002, qui essaie de donner disons, le pouvoir d'agir à la personne accueillie. Donc, il y a cette capacitation et empowerment par les politiques publiques, mais il y a aussi aujourd'hui donner l'empowerment par des outils numériques. Donc, nous, concrètement, on s'est engagé sur 2 livrables qui doivent être fournis d'ici fin d'année. Donc, le premier consiste à élaborer une fiche de poste pour éventuellement un médiateur en numérique dans les établissements médico-sociaux. On aimerait que ça devienne vraiment une fonction obligatoire pour à la fois faciliter en fait l'apprentissage du numérique, des nouveaux usages auprès des personnes accueillies, mais également auprès des professionnels. Et deuxième livrable, qui est pour moi personnellement est beaucoup plus emblématique, c'est plus un guide ou une expression de besoins à destination des éditeurs, des industriels, qui consiste à permettre de créer une application de gestion de projet personnalisé. Alors pourquoi le projet personnalisé? Parce que le projet personnalisé, il est quand même emblématique. Il est au cœur de la loi 2002, justement, où on contractualise la relation entre le bénéficiaire et le service public. Et ce qu'on aimerait, justement, grâce à l'application, que la personne elle puisse définir son projet personnalisé et elle puisse le suivre avec l'ensemble des acteurs qui l'accompagnent justement dans la réalisation de son projet de vie. Donc voilà les 2 livrables que nous sommes en train de préparer. Très bien, donc c'est deux beaux projets, 2 beaux défis aussi. Alors justement, si on se penche justement sur les obstacles existants aujourd'hui, à quelles difficultés se heurtent justement les acteurs du secteur médico-social pour passer justement à l'heure numérique? Alors, disons que notre secteur, il n'est pas le seul, on n'est pas un cas isolé où on a des difficultés avec la pression du numérique qui arrive au grain galop. Disons que dans notre secteur, c'est plus la puissance publique qui est quand même un amplificateur de la pression numérique, il ne faut pas oublier ça. Pour moi, si je devais classer, il y aurait 4 catégories de difficultés. La première, essentielle, c'est la question identitaire. Aujourd'hui, on est dans notre secteur dans une situation un peu de schizophrénie. On a un déni de soi. La plupart des acteurs du secteur associatif ont du mal à accepter qu'on ait des sous-traitants du service public. Donc ça, c'est une question essentielle. Donc si vous n'arrivez pas à vous positionner sur un marché, du coup, vous ne pouvez pas vous servir du numérique comme un avantage compétitif. Donc première difficulté, elle est d'ordre identitaire. Deuxième, pour moi, difficulté, elle est d'ordre plutôt de gouvernance, parce qu'on a une gouvernance un peu, disons, très molle, lente, bureaucratisée à outrance, et qui ne permet pas justement de réagir face à tous ces bouleversements que le numérique suscite. Donc, au contraire, on a besoin d'une gouvernance qui nous permette d'être audacieux, d'être assez réactif et inventif. Donc, troisième, pour moi, difficulté, les d'ordre culturel. Contrairement au secteur hospitalier, typiquement d'un médico-social, on n'a jamais pu instaurer une culture des pratiques communes, donc c'est-à-dire une culture des processus. Là, quand on parle de harmonisation des pratiques métiers, on parle aussi de culture numérique, puisque c'est grâce au numérique qu'on parvient à harmoniser les pratiques. Donc cette troisième difficulté, elle est culturelle. Et pour couronner tout, pour finir, aujourd'hui, moi-même, je suis concerné. Donc, on a une pauvreté de l'offre. C'est-à-dire, vous avez
des applications vieillottes d'un autre temps, d'un autre siècle, en fait, sur le marché médico-social. Donc, l'attractivité du secteur pour les industriels, ça, c'est la 4e difficulté à résoudre. Très bien, je vous remercie beaucoup. Merci à tous. Et nous l'avons vu, le numérique peut largement contribuer à améliorer l'accompagnement des personnes fragiles, mais se pose la question des moyens donnés aux associations, se pose aussi la question de l'acculturation, on l'a évoqué, ce changement de culture. Il faut noter aussi que l'essor de ces nouvelles technologies mérite d'être encadré, régulé. Alors justement, on a demandé à plusieurs acteurs, des professionnels, mais aussi des personnes accompagnées, quelles étaient leurs craintes par rapport au numérique. On va écouter ce petit micro-trottoir et on se retrouve ensuite. Si j'avais une crainte, moi, dans le numérique, ce serait le partage des données. C'est ce qui fait le plus peur parce qu'on ne sait pas qui les reçoit et ceux qui peuvent en faire. Si on prend l'usage d'un téléphone portable, on peut suivre la journée d'une personne rien qu'en regardant le comportement de son téléphone portable. Et je pense que ça, c'est un vrai danger parce que c'est une potentielle faille pour pouvoir manipuler finalement les gens dans leur sens critique, l'esprit critique qu'ils peuvent développer. Les utilisateurs, les personnes qui vont utiliser le numérique n'ont pas forcément les billes, les connaissances, des dangers, des points d'attention à avoir. Et donc ça renvoie vers une importance de l'éducation. C'est effectivement dans l'action médico-sociale de former les professionnels à pouvoir accompagner nos publics et à utiliser correctement les outils qui leur sont mis à disposition. Puis dans la société, c'est globalement avoir un message éducatif, pédagogique à tout niveau de l'âge pour que les gens qui après se retrouvent à utiliser aient les connaissances qui leur permettent de ne pas tomber dans les pièges, de ne pas se retrouver en danger ou se mettre en danger. Une des craintes que j'aurais sur les questions numériques, c'est le cyberharcèlement. Cette question où les jeunes ne se rendent pas forcément compte, n'ont pas connaissance des règles de protection. Et je crois que ce qui est important, c'est de pouvoir faire de la prévention sur les risques qu'on peut encourir et surtout désacraliser la parole, c'est-à-dire c'est important de parler, de ne pas rester seul avec ça. Une des craintes concernant le numérique, c'est de ne pas connaître la mécanique du numérique. C'est-à-dire se laisser absorber en fait par la consommation sans savoir comment ça marche. Pour les associations aujourd'hui, j'ai moins de crainte sur le numérique. Je pense qu'il faut vraiment que ce soit un outil qui va nous porter vers le monde extérieur. Et je pense que même si on pourrait avoir des craintes, il va falloir y aller, il va falloir foncer et pas prendre sur nous, peut-être développer effectivement de nouveaux processus qui vont pouvoir nous permettre de mieux sécuriser nos sites, mais en tout cas aussi bien pour nous que pour nos clients et futurs clients. Donc je pense qu'il faut y aller, il faut foncer, il faut se servir du numérique aujourd'hui pour s'ouvrir sur le monde. Prétendre que des intelligences artificielles ou des dispositifs pourraient résoudre les problèmes humains, c'est du scientisme, c'est une imposture intellectuelle. Et mon inquiétude, c'est que ce discours trouve prise dans la population et que les gens se sentent inférieurs par rapport aux machines, renoncent à revendiquer par rapport à l'utilisation massive des machines qui pourraient justement leur porter atteinte. Et je pense que c'est là-dessus aussi où l'éducation est importante. Je pense que ce qui peut faire peur aux gens dans le numérique, c'est un grand saut dans le vide. C'est-à-dire qu'on n'est pas habitué à ça et c'est comme toutes les choses nouvelles en fait. Il y a des gens qui sont passionnés et d'autres qui sont réticents et qui ont peur. Pour surmonter ces peurs, la bonne chose, ce serait de communiquer. Montrer que en fait, c'est un outil, un simple outil, et un outil que nous dominons et qui ne nous domine pas.